un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement à pied, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonjour à toutes et tous, nous revoilà sur les commissaires de course le 1er juillet. Juillet qui veut dire Tour de France. Nous rentrons dans notre dispositif spécial pour parler du Tour de France 2018. Donc aujourd'hui, présentation du parcours. Nous parlerons ensuite un peu plus tard des favoris. Et ensuite, vous nous retrouverez tous les soirs des étapes pour parler de ce qui s'est passé lors de l'étape du jour et pour parler de ce qui se passera probablement dans l'étape du lendemain. Avec moi pour commencer aujourd'hui, Charles alias Charles X du Forum. Bonsoir à tous. Daniel qui est Nopic. Salut à tous. Et enfin, Greg, qui est Kivolanov sur le forum. Eh bien, bonjour à tous. Pour ma part, c'est Benjamin, alias Akeyon. Donc, avant de rentrer sur ce Tour de France, on va reparler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Une bombe a été lâchée puisque ASO, ça y est, a placé son offensive et a demandé à ce que Froome, enfin c'est même pas à demander, c'est à exiger en vertu d'un article de l'UCI que Chris Froome qui peut porter atteinte à l'image du cyclisme et du Tour de France ne vienne pas sur le Tour de France. Donc on va en parler un peu quand même. Charles, qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle ? On en a parlé un petit peu en off avant l'émission. Déjà, j'étais content quand je me suis levé ce matin et que j'ai vu la brève du monde qui tombait sur mon téléphone. J'y croyais plus, à vrai dire, surtout que d'après les derniers échos qu'on avait eus, ASO ne devait pas forcément s'opposer à la participation de Chris Froome. Donc une très bonne nouvelle, en espérant qu'il ne soit pas débouté cette semaine, parce que je crois qu'on va en parler, mais il y a des recours possibles. Donc c'est une affaire à suivre, en tout cas pas définitive pour l'instant. Oui, c'est ça. Alors apparemment, de ce qu'on sait, c'est c'est une lettre qu'a envoyé le ASO à la Sky, et la Sky a fait appel, bien entendu, de cette décision. Daniel, tu voulais parler ? Ouais, juste pour rectifier ce que tu as dit, c'est pas le règlement de l'UCI, mais c'est le règlement du Tour de France qui est l'article numéro je sais pas combien par rapport à l'image de l'épreuve qui permet donc, si tout va bien, d'écarter Christopher Froome de cette édition. Mais je crois bien que dans les articles UCI, il y a également un article pour écarter un coureur pour plus ou moins ces mêmes raisons. Greg, toi, à Marseille, qu'est-ce qu'on en dit ? Eh ben, j'attends un peu avant de me réjouir, parce que évidemment, on attendait une décision, que ASO soit peut-être un peu plus courageux que les dirigeants du Giro. Donc, je suis plutôt content pour l'instant, mais j'attends vraiment la confirmation. Est-ce que c'est réellement possible que Froome ne soit pas là, car ça changerait beaucoup de choses. Voilà, c'est un peu ce qu'on pense tous, les commissaires de course. On peut pas trop parler de cette décision parce que justement, on ne sait pas si elle sera suivie des faits ou si, au contraire, ça sera juste un coup d'épée dans l'eau. Donc pour ma part, j'espère que le Britannique, autant pour le Tour de France que pour lui, n'y sera pas. Maintenant, on verra. Daniel, oui. Oui, comme tu dis, c'est une première décision qui va dans le bon sens. On s'en réjouit tous. Après, est-ce que c'est définitif? On ne peut pas vraiment le savoir à ce stade, puisqu'il y aura une audience ou un jugement auprès du CNOSF d'ici mardi ou mercredi, qui pourra valider ou annuler cette exigence formulée par ASO. Donc tout est encore possible à ce stade, mais en tout cas on voit qu'ASO a quand même souhaité prendre l'initiative et passer à l'action. Et je pense que s'ils ont attendu la dernière semaine, c'est pas non plus anodin par rapport à une stratégie de faire passer cette décision. Ça laisse quand même pas énormément de temps pour se retourner vers les différents tribunaux. Ok. Bon, du coup on va arrêter de parler d'un coureur qui sera là ou peut-être pas, en fait on n'en sait rien, mais à l'heure actuelle qui n'y est plus, et on va parler du parcours
qu'arpenteront les coureurs qui seront bien là. Donc, on a une première semaine style prud'homme, c'est-à-dire il y a des sprints, mais c'est une première semaine où il y a un contre-la-montre par équipe, des pavés, des étapes casse-pattes. Qu'est-ce que tu en penses, Charles, de tout ça? Je pense que c'est une première semaine qui n'est pas forcément très intéressante, même s'il y aura 2-3 étapes qui vont valoir le coup d'œil. Si je devais en relever une, et pas forcément celle des pavés, ça serait le contre-la-montre par équipe, qui va vraiment décider pas mal de choses, je pense, pour ce début de tour. On sait que certains coureurs peuvent prendre très cher, parce que leur équipe est pas forcément la mieux armée sur ce type d'exercice. Donc ça sera intéressant, je pense, de savoir ce qui se passera déjà, quelles seront les positions au classement général après cette 3e étape. Ouais, c'est une étape qui risque d'influencer sur la totalité du tour ensuite. Maintenant, on le sait, les contre-la-montre par équipe, c'est peut-être les étapes qui font le plus de dégâts maintenant, entre les différents favoris. Il y a les partisans, il y a ceux qui sont contre. Daniel, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette première semaine? C'est vrai je retiens surtout qu'on va pouvoir s'entraîner à faire la sieste. Il va quand même pas se passer grand-chose, même s'il y a bien sûr ce contre-la-montre décisif, comme vous le disiez. Mais ça va pas non plus être super passionnant à suivre a priori. D'ailleurs, concernant les écarts du contre-la-montre, je me demande si dans les années 90-2000, il n'y avait pas plus d'écarts justement sur ce type d'épreuve. Maintenant, certes, il y a quand même des 1 minute, 2 minutes, voire 3 minutes d'écart, mais ça s'arrête là, quoi. Disons que les étapes étaient plus longues des contre-la-montre par équipe, mais ensuite ils avaient décidé que vu que ça faisait trop d'écart, les temps étaient limités. C'est-à-dire que le deuxième prenait 30 secondes, même s'il finit 1 minute, une connerie sans nom, quoi. Oui. C'était vraiment faire des contre-la-montre par équipe pour faire des contre-la-montre par équipe. Greg, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque? Je dirais plutôt les pavés. Peut-être l'étape qu'on a, évidemment, les pavés, on va peut-être insister dessus, mais c'est vrai que le reste, je crains aussi le contre-la-montre par équipe, où j'ai bien peur que la Sky et la BMC mettent beaucoup de temps à d'autres favoris et que ça casse un peu. Gère Chartres de 230 km avec pas grand-chose au milieu. Donc voilà, on peut peut-être parler d'étape des pavés, je pense. Peut-être avant, je me permets de... Vas-y. On va quand même mentionner l'étape de Quimper qui a l'air assez casse-pattes a priori. Donc elle peut être sympa à suivre, mais en plein milieu de la première semaine, je suis quand même pas persuadé que ça va donner grand-chose. Et puis l'étape de Mur de Bretagne qui est au final c'est la même chose qu'un sprint, sauf que c'est en côte, quoi. Enfin, je sais pas si... Ce qui peut changer les choses, c'est que ces étapes arriveront après le contre-la-montre par équipe. Il y aura donc déjà des écarts. Et on ne sait pas quelle sera la mentalité des coureurs, pour savoir s'ils veulent conserver le maillot jaune ou pas. Je pense que Quimper, ça peut être sympa, tout comme ça peut être naze, malheureusement. Après, on a des étapes vraiment pénibles, quoi. Fougères-Chartres, t'as parlé, Greg. Moi, je vais parler de Dreux-Amiens, parce que Dreux-Amiens, c'est plat, c'est morne. C'est le 14 juillet, c'est un samedi. Dis donc, va falloir une victoire d'Arnaud Démarre pour sauver tout ça, parce que... En plus, le gros problème d'une étape comme Fougères-Chartres, c'est pas seulement que c'est de la merde, mais c'est de la merde sur 231 km, quoi. Et en intégralité à la télé. Mais est-ce que tu n'as pas envie d'apprendre le patrimoine de ton pays, Charles? Est-ce que tu n'as pas envie de voir des églises, des cimetières et autres monuments aux morts? Des choses, et on passera finalement du bocage breton à l'open field du bassin parisien. Mais on notera effectivement que les étapes de cette première semaine, surtout les étapes plates, elles sont quand même vachement longues. Elles tournent tout autour de 200 km presque, et voire plus, 230 pour celle de Chartres. Je crois que c'est parce qu'en moyenne, sur l'ensemble du tour, il faut quand même atteindre une certaine distance minimale, et comme il y a un certain nombre d'étapes de montagne très courtes, je pense que c'est pour compenser, mais effectivement, avec la diffusion intégrale, on va bien s'amuser. Ça sert à rien, même Alex Pasteur le disait, les mecs ils se font chier 230 bornes, qu'est-ce que tu veux faire? Et peut-être que le soir de cette étape, on sera tous en train de parler de l'étape qui marquera le Tour de France 2018, voire la décennie des étapes du Tour de France. Il faudrait que la météo s'y mette. Il faudrait des conditions dantesques, du vent pour que un pontard de ces étapes.
une de ces étapes devienne vraiment intéressante. Ouais, bon, le vent, c'est possible. Hein. Après, j'ai vu qu'il y a pas mal d'étapes en bord de mer, mais bon, souvent le vent, ça crée énormément de pression, mais pas forcément de dégâts. Et l'étape qui est le plus en bord de mer, c'est Noirmoutier, Fontenay-le-Comte, c'est la première étape. On sait que la première étape, généralement, ça ne donne rien. Donc, messieurs, parlons de Arras-Roubaix. On l'avait déjà évoqué avec Alexandre Pasteur lorsqu'il était venu nous rendre visite. Quelle étape! Quelle étape! Franchement, je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une étape où on se demande vraiment qu'est-ce qui va se passer. C'est un vrai mini Paris-Roubaix. Quand on se rappelle en 2014, certes, il pleuvait. Les dégâts qu'avait fait l'étape, avec 3 ou 4 secteurs pavés, là, il y en a quand même 15 secteurs pavés. Oui, pour le détail, c'est effectivement 15 secteurs pavés et 21,7 km, il me semble. Si je ne me trompe pas, c'est énorme. Imaginons qu'il y ait de la pluie ce jour-là sur le parcours, et ça peut donner quelque chose d'assez, j'allais dire catastrophique, mais ça sera pas forcément. De la pluie, mais pas trop, sinon il y a des secteurs qui vont sauter. Ça va être une grosse loterie, j'ai l'impression, et j'ai peur qu'il y ait beaucoup d'espoir déçus. Enfin, moi, je l'ai dit lors de la dernière émission, je trouve que c'est trop. Je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, mais pour moi, il y a une limite à un moment, je trouve, sur un grand tour. Non, en plus, c'est la fin de la première semaine. Après, on aura la montagne. Il n'y a plus vraiment d'étape plate ensuite. Je pense que ça va être bien parce qu'en plus, les pavés arrivent super tôt. Donc, on aura peut-être une échappée de Flandrien qui se développe avec, je pense, notamment Damien Godin. Sa sélection n'est pas officialisée, mais bon, il devrait y être. Non, ça peut être sympa avec. Après, c'est sûr, hein, si tu as le favori, un Chris Froome, s'il est là, qui ressort avec, on va dire, 1 minute 30 d'avance sur le chrono par équipe et 2 minutes de plus à la sortie des pavés, là, on va tous rire jaune. Mais je pense que l'étape sera très intéressante avec un peloton plus que morcelé. Ouais, puis en tout cas, c'est vraiment l'étape qui fait saliver et qui excite les spectateurs, quoi. Parce que, bon, de toute façon, jusque-là, on n'aura pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, je pense que tout le monde va la regarder avec des grands yeux de chimène. Et voilà, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la présence d'autant de pavés, effectivement. Oui, vas-y, Greg. Surtout que ça arrive assez tôt, hein, ça arrive au 47e kilomètre. C'est ça, c'est ce que je voulais dire aussi. Voilà, donc ça va lancer la course assez tôt. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que lors des interviews là, qu'on a pu lire ou écouter ces derniers jours ou ces dernières semaines, on voit qu'aucun directeur sportif ou gros coureur ne se projette vraiment sur ce qui va se passer sur le tour. On sent qu'on attend vraiment que cette étape des pavés soit passée pour parler vraiment d'objectifs. C'est exactement ça. Toutefois, alors les pavés, on attend tous ce qui va se passer, mais après un jour de repos bien mérité, le lundi 16 juillet, on débarque, les coureurs débarquent le 17 juillet dans les Alpes. Et cette année, je trouve que les Alpes sont costauds. Vraiment costauds, avec ce qu'on appelle les grands cols alpins, comme la Croix de Fer. On a un triptyque Annecy-le-Grand-Bornand, suivi de Albertville-la-Rosière, et enfin, pour terminer tout cela, on finit par l'Alpe d'Huez, Bourg-Saint-Maurice, l'Alpe d'Huez, vraiment des grands cols. Est-ce que, quand vous avez analysé le parcours, je vais commencer par Greg, quand tu vois ces étapes des Alpes, il y a une étape plus que les autres qui te parlent, ou qu'est-ce que tu imagines? Finalement, celle qui m'intéresse le plus est peut-être celle de la Rosière. Quand elle est assez courte, elle permet d'être assez nerveuse. Mais si je regarde quelque chose, c'est peut-être qu'il manque une étape qui fasse dans les 200. C'est-à-dire qu'il soit une étape beaucoup plus longue. Car finalement, là, on est dans les 160, 100, 175. Pour moi, juste ça, mais sinon, je suis d'accord, je trouve ces étapes intéressantes. Je sais pas si on va les évoquer dans l'ordre. On peut faire ça, oui. Le Grand Bornand, c'est les cols des Alpes qui montent pas si haut, puisque le sommet est à 1618 mètres et encore. Par contre, on retrouve un enchaînement qu'on avait vu au Tour de France 2009 avec le col de Rome et suivi du col de la Colombière. Daniel. Ouais, c'est vrai que l'enchaînement final avec ces deux cols est plutôt sympa. Puis l'arrivée en descente, après quelques kilomètres de replat. C'est une étape qui, sur le papier, a l'air vraiment plutôt sympa, je trouve.
Mais bon, ça arrive tellement tôt que je suis pas sûr qu'il se passera. Enfin bref, ce sera une bagarre entre les favoris dans les deux derniers cols, mais il faut pas s'attendre à plus évidemment. Je me permets d'enchaîner sur l'étape 12 de l'Alpe d'Huez, qui là, je trouve aussi qu'elle est très très belle. Mais c'est pareil. Après, entre les deux derniers cols, qui sont le col de la Croix de Fer et l'Alpe d'Huez, il y a pas mal de replats. Donc Ouais. Ça rappelle énormément cette étape 12, l'étape du Tour de France 2001 qui se finissait à l'Alpe d'Huez. C'est celle où Armstrong avait écrasé le Tour de France avec Yann Ulrich qui fait rouler toute son équipe bêtement pendant toute l'étape avant de se faire contrer. C'était l'échappée de Laurent Roux. J'attends de voir ce que vont faire les coureurs parce que la Madeleine, 25,3 km, le col de la Croix de Fer, 29 km. Si ça bagarre, ça va faire des écarts énormes. Alors bien sûr, si les coureurs décident de rouler au train, ça va être pénible, mais quelle grande étape. Charles, toi, t'as pas parlé de ces Alpes encore. Ouais, ça me plaît, ça me fait penser aux enchaînements du Giro, là, ces 3 étapes. Et je trouve que ça me plaît beaucoup. Benjamin, tu as parlé des grands cols des Alpes. Et comme tu dis, on pourra avoir des surprises. Alors j'ai un petit regret sur l'étape 10, je crois. Cette présence du plateau des Glières ou des Glières. Ouais, c'est ça, après 70 km 60 km de course. Elle est magnifique cette montée pour ceux qui ont vu les photos. Et je trouve ça presque dommage qu'elle soit située si loin de l'arrivée. Parce qu'elle aurait pu provoquer une belle décision si elle avait été peut-être 50 km plus loin. Enfin, c'est magnifique, je ne sais pas si vous avez vu les photos. Mais, d'ailleurs, ils l'ont fait autour du Puy de Savoie. Mais attention parce que il faut savoir que donc Annecy-le-Grand Bornand, étape 10, les coureurs n'auront pas encore fait un vrai col, puisque la montée la plus dure c'est Mur de Bretagne, bon hein, ça va quoi. Ça sera après une journée de repos. Les coureurs vont enchaîner dans les 20 premiers kilomètres une côte qui est le col de Bluffy, c'est 1,5 km, c'est ce qu'ils auront connu. Sauf que derrière, il y a le col de la Croix-Frie. Le col de la Croix-Frie, c'est 11 km à 7%, ça sera le tout premier col du Tour. Et pas dit que l'échappée soit lancée, puisque elle arrivera après 30 km. Et au pied de cette difficulté, il y a un sprint. Et je pense que les sprinteurs vont peut-être le jouer, ce sprint. Donc, premier col du Tour, une bagarre. On aura peut-être un favori, un outsider lâché. Et juste derrière la descente, là, on prend la montée du plateau de Gillières. Et c'est quand même 6 km à 11,2%. Il est possible que, contrairement aux autres années, on ait une bagarre dès la première étape. Alors, bien sûr, on pourra dire que je rêve un peu, ce qui est possible. Mais une montée aussi dure en deuxième col du Tour, ça peut vraiment faire très très mal. Et il y a une partie en terre, non, sur les Glières? Ouais, c'est des chemins. Il y a 2-3 km en terre, si je ne me trompe pas. C'est un pourcentage moyen de 11,2%, c'est énorme. Il n'y a pas eu de col comme ça. Il y a eu le Mont du Chat l'an dernier qui était très dur, mais je crois pas avec un pourcentage comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas des pourcentages habituels du Tour. Et puis bon, plus la terre, ça rajoute une petite caractéristique sympa, ouais. Effectivement, c'est une étape qui promet. Pour ceux qui veulent voir les photos, elles sont sur la page Facebook de Clémence Ducrot, notre photographe qui était présente sur le Tour de Savoie. N'hésitez pas à les regarder pour vous donner un petit aperçu de ce à quoi ressemble la montée. On vous mettra le lien de toute façon en description de la vidéo YouTube. Donc bon, après on a parlé de cet enchaînement col de Rome, col de la Colombière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est là que s'est produit cette vidéo qui est un peu devenue célèbre, où Johan Brunel demande à Contador de ne pas attaquer, Contador qui est maillot jaune à cette époque, parce que Armstrong est sur le podium, et Contador attaque quand même, et Armstrong ça fait éjecter du podium lors de cette étape. Ensuite, alors, on a vite fait parler de l'étape 11. L'étape 11, finalement, les coureurs la connaissent, ceux qui ont fait le Dauphiné, puisque c'est exactement celle qu'on a eue sur le critérium du Dauphiné libéré, sauf que cette fois-ci, il y aura une grosse étape avant, on sera à l'étape 11. C'est pas mal. La Rosière, c'est un peu moins difficile, mais par contre, grosse étape. Le souci, peut-être, Daniel, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est qu'elle est coincée entre deux étapes, donc peut-être ça va limiter les mouvements des favoris, puisque le lendemain, comme on en a parlé, Madeleine, Croix de Fer. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est une belle étape avec des cols qui s'enchaînent très bien. Et bon, la distance aurait pu permettre un format de course un peu sprint, comme on a vu lors des dernières éditions. Mais là, aussitôt dans le Tour, est coincé entre deux étapes qui sont quand même assez costaudes. Bon, je ne sais pas franchement à quoi m'attendre.
ni sur celle-là, ni sur celle d'avant, ni sur celle d'après d'ailleurs. On peut tout aussi bien avoir 3 courses d'écrémage par l'arrière qu'une course plus ouverte ou avec des relais. C'est possible parce qu'effectivement il y aura quand même déjà potentiellement des gros écarts et des favoris un peu loin. Normalement, voilà. quand on la monte par équipe, on sait pas, il se passe toujours des choses en première semaine, pavé. Donc forcément, oui, tu as raison, il y aura de gros écarts déjà. Mais moi, je vois mal, la possibilité qu'il se passe rien sur cette 11e étape. On aura des coureurs qui seront déjà très loin en général, des bons grimpeurs ou des mecs qui viennent ici sur le tour spécifiquement pour viser les victoires d'étape. 108 km, une montée qui débute après 11,5 km et là encore un sprint intermédiaire. Pour moi, c'est quasi obligatoire que l'étape soit vraiment intense en fait. Oui, parce que ça va partir d'un premier col. Ouais, j'ai plus de crainte concernant le lendemain où là on peut assister à une course un peu pépère jusqu'à l'Alpe d'Huez. Ouais, c'est vrai que la vision optimiste me plaît bien et puis mine de rien sans vouloir faire le tour de tous les favoris et de tous les coureurs qui seront présents sur le tour puisque on va se garder ça pour la prochaine émission. Mais il y aura des coureurs comme Barguil, Gesink, qui Roland qui devrait être motivé pour partir. Si la Movistar s'organise bien, un coureur comme Valverde ou Landa devrait peut-être aussi essayer de se glisser justement dans un coup avec des coureurs de ce calibre-là. Donc ouais, ça peut vite dégénérer en quelque chose de génial. Donc croisons les doigts. Et après ce feu d'artifice sur 3 étapes, on est tous d'accord qu'ils sont quand même bien tracés. Ouais. On repart dans le soporifique avec Bourdoisin-Valence. Bon, on va pas dire grand-chose parce qu'une étape qui part de 700 mètres d'altitude qui arrive à 153. Je veux bien croire qu'il y ait des gars qui sont motivés pour prendre l'échappée, mais ça devrait se finir au sprint. Normalement, ouais. Des coureurs qui passent pied. Oui, Daniel? Non, j'allais dire surtout avec Sagan et peut-être Matthews ou les coureurs comme ça qui passent bien les bosses. Ouais, c'est ça. Surtout qu'il n'y aura plus vraiment d'opportunités avant Pau, en fait, donc les sprinteurs ne devraient pas laisser passer l'occasion, je pense. Et alors ensuite, on a un week-end qui est... en fait, ce Tour de France ne présente pas d'étape de haute montagne le week-end. C'est mon père qui m'a dit ça, il m'a dit c'est dommage pour les gens qui travaillent, il n'y a pas d'étape de haute montagne le week-end, puisque on a le samedi 21 juillet l'arrivée à Mende sur la montée Jalabert, et le lendemain, une étape chocolatine, Millau-Carcassonne, avec le Pic de Nord. Je vais me permettre de commencer de parler vite fait de ces 2 étapes. Donc pour moi, Mende, ça va être une double course. Il va y avoir une échappée sur des routes qui montent, qui descendent, qui se disputera la victoire. Et je pense les favoris derrière, parce que sur 3 km à 10%, ils vont forcément s'attaquer. Notamment, je pense à Richie Porte, qui est top sur ce genre d'effort. Et le lendemain, on retrouve une étape que... On n'a pas tant que ça ces derniers Tours de France. C'est l'étape de transition avec qui permet à une grosse échappée généralement de finir à 15 minutes d'avance sur le peloton, peut-être, avec un coureur qui se replace. C'est une étape calme-jaune, on va dire. Le Pic de Nord qui est quand même assez dur. Il se finit sur des pourcentages faciles, mais le pied est très dur sur une route forestière. On a vu sur la route d'Occitanie, bien sûr, le plateau n'est pas le même. Le peloton qui a complètement volé en éclats et qui a fini 50 km. Il y avait 2 coureurs en tête, derrière un groupe de 20 et après des écarts immenses. C'est une étape qui n'est pas facile, qui commence avec des montées et descentes. Je pense que ça sera intéressant à suivre. Mais par contre, et je vais repasser la parole à Daniel, on n'était pas tout à fait d'accord sur ces étapes. Moi, je me disais c'est pas mal, ça permet à d'autres types de coureurs d'exister. Toi, par contre, tu étais plus déçu. Non, mais c'est vrai qu'en première lecture, l'enchaînement étape 13 plate, l'étape 14 Mende, mais bon, ce sera un peu pour une échappée. L'étape 15 encore pour une échappée, puis ensuite c'est le jour de repos. Je me suis dit, ça fait quand même 4 jours où il ne peut pas se passer grand chose en plein milieu du Tour de France. Un peu décourageant, quoi. Après déjà une première grosse semaine où on se sera emmerdé. Mais finalement, ouais, c'est vrai que Mende, ça donne toujours lieu à des explications entre les favoris et voire même plus d'écart que les arrivées en montagne. Donc bon, là-dessus tu m'as convaincu, si je puis dire. Et par contre l'étape 15, je sais pas s'il faut s'attendre à quelque chose. C'est vrai que le début de l'étape très très vallonné est plutôt sympa pour former une échappée de costaud. Ensuite, est-ce que toi, Benjamin, tu t'attends à quelque chose?
Ça dépend ce que tu appelles attendre quelque chose. Une bagarre entre les favoris, j'ai du mal à y croire. Une course plaisante, par contre, oui, j'y crois. J'y crois pour deux raisons. La première, c'est des coureurs qui vont vouloir se replacer au général avant les Pyrénées et qui savent que le lendemain de l'étape de Carcassonne, c'est un jour de repos. Et parce qu'il n'y a pas trop de risques, le pic de Nord, après c'est de la descente, donc tu peux essayer de revenir si derrière ça embraye pas, même si tu prends un petit contre-coup. C'est des routes qui ne rendent pas. Tu vois, c'est un peu granuleux, ça monte, ça descend, t'es toujours en prise. C'est pas forcément des grandes routes également. Ouais, je pense qu'on peut voir une belle bagarre. Et puis encore, comme je disais tout à l'heure, Lian Calmejean, le gars, il s'y entraîne. Je crois que c'est lui qui a le com sur Strava du pic de Nord par ce côté. Enfin, peut-être il a perdu lors de la route d'Occitanie, ça ne m'étonnerait pas. Il va falloir forcément jouer la gagne. Donc, ouais, je pense que c'est une étape qui peut être sympa à suivre, mais après pour le classement général. Du coup, par rapport à ce que tu dis, je me pose une question. Est-ce que ce serait pas une étape qu'un Romain Bardet aurait pu cocher avec cette descente qui semble assez longue? Je crois pas que la descente, je la connais pas par ce côté. Je vois pas par où ils descendent en fait. Autant la montée, je la vois très bien. Et je t'aurais dit que dans ce sens-là, en effet, ça aurait été dur. Mais là, je regarde le profil. Oui, la descente me paraît quand même assez technique. Bon, après, c'est du 6%, hein, c'est pas du 8% de descente, mais ça coûte rien. Ça coûte rien d'accélérer. Enfin, si ça coûte, tu peux te casser la gueule. C'est loin de l'arrivée. C'est loin. Voilà, au pied de la descente, il reste 25 km à peu près. Donc, ça fait beaucoup. Ouais. Mais tu peux tenter à la veille d'un jour de repos, tu peux tenter de faire la descente et de voir où c'est que tu en es à 25 km de l'arrivée. Surtout, Charles, excuse-moi, je vais terminer. Je prends le scénario où il n'y a pas Froome parce qu'il a abandonné ou parce qu'il a pas pu venir au Tour de France. Et un gars comme Geraint Thomas ou Richie Porte qui sont très bien placés parce qu'avec les pavés, le commandement par équipe, ils sont en tête. Les gars, tu sais qu'en descente, bon, hein, voilà. Moi, je tente. Surtout que s'il fait mauvais temps, comme à la route d'Occitanie, tu as du brouillard, tu ne vois pas à 2 mètres. Donc, tu peux leur faire perdre le tour. Là. Tu peux les retrouver les pommes. Et puis, j'ai parlé de Bardet, mais bon, il y a aussi Nibali, il y a aussi Dumoulin qui descend bien, il y a aussi Roglic qui descend bien. Et en plus, ça roule bien. Donc, ouais, effectivement, ça peut, que ce soit cette étape ou d'autres étapes en descente, peut-être qu'on aura des écarts à ce niveau-là quand même. Moi, j'y crois vraiment pas. Enfin, après, on ne sait pas parce que là, on fait l'analyse aujourd'hui, mais suivant les positions au classement général, tout peut changer. Enfin, si c'est archi serré, ça sera différent de s'il y a plein d'écarts, enfin de gros écarts, pardon. Mais j'y crois pas pour une raison assez simple, en fait, c'est qu'avant le pic de Nord, il n'y a pas vraiment de difficulté et on aura certainement un peloton de peut-être, je sais pas, 130, 150 unités qui va se présenter au pied du pic de Nord. Donc, ça sera assez mais il y aura facile. une échappée. Il y aura une échappée. C'est à 130, 150, tu es sûr qu'il y a une échappée devant. Il y aura peut-être une échappée, mais si tu arrives à 150 au pied ou même à 130, ça veut dire que tous les leaders, même ceux qui ont plus de difficultés en descente, auront minimum 4 ou 5 gars avec eux au pied. Donc c'est assez facile, je pense, de se regrouper, de laisser passer l'orage, entre guillemets, si ça va pas, et de se regrouper et de rouler à fond dans les 25 derniers kilomètres. Ouais. Et si jamais c'est une étape qui bouge pas trop, moi je suis même amené à penser que Michael Matthews ou Peter Sagan peuvent gagner cette étape-là. Si jamais j'ai du mal à y croire pour plusieurs raisons. C'est la première, c'est le départ de l'étape, c'est t'enchaînes 3 côtes, dont une de 3 km à 6%. C'est pas rien. Ça veut dire qu'il y aura une échappée de costaud. Selon moi, c'est ce genre d'étape où sur un peloton de 170 coureurs, t'en as 100 qui veulent prendre l'échappée. Ah oui, enfin, si je privilégie un scénario avec une échappée, mais je dis s'il n'y a pas d'échappée, ou tu vois, si elle est vraiment qu'avec une. Mais s'il n'y a pas d'échappée, pour moi, ça veut dire que le peloton, ils arrivent à 60 au pied du pic de Nord. Tout dépendra de l'écart, quoi. Mais après, faut voir. Bah, encore une fois, c'est pas facile d'analyser avant la. Ouais, c'est compliqué. Greg, tu n'as pas parlé, toi? Oui, donc je suis assez d'accord avec Charles sur le fait que je trouve que la Carcassonne est trop loin, l'arrivée est trop loin du bas de la descente pour espérer vraiment une bagarre. Enfin, on espère. Hein. Je voulais moi revenir sur l'étape de Mende, préciser un point. Moi, je trouve en regardant le profil que, avant la montée finale sur Mende, il y a 80 km intéressants quand même, qui sont pas faciles du tout.
et où parce qu'il y a le col de la Croix de Berthel, le col du Pont sans eau, etc. Et c'est, il y a quand même pas mal de dénivelé parce que finalement on part quasiment de Bessèges à 200 mètres d'altitude et après on va aller vers les 1000 mètres. Tu vois une équipe durcir? Bah, autant que dans le col de Nord. Hein. Après, encore une fois, non, mais c'est pas pour me moquer parce que je pensais notamment à la Movistar qui avait durci dans le Massif central il y a de cela, c'était en 2016 si je me trompe pas. Donc je me dis que c'est possible, ouais. Après, le tour est vraiment ouvert. Enfin, on va pas partir sur les favoris parce que ce sera le but de notre prochaine émission, mais imaginons un scénario un peu fictif. Geraint Thomas a, je sais pas, 1 minute 30 d'avance au moment d'aborder la 14e étape. Là, forcément, le scénario sera différent parce qu'on aura beaucoup de coureurs, dont la Movistar, qui auront plutôt intérêt à foutre le feu et à profiter de chaque occasion pour le mettre en difficulté. Donc, par contre, à contrario, si Landa ou Quintana est leader avec 3 minutes d'avance, ben là, on peut s'attendre à ce qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est vrai. Oui, c'est sûr. Et du coup, alors ensuite, on passe à ces étapes de transition où donc on est à peu près d'accord sur surtout des victoires d'échappée. Hein, ça ne devrait pas trop bouger au général, en tout cas pour le pic de Nord. Et on arrive dans les Pyrénées. Alors les Pyrénées, c'est également 3 étapes de montagne qui seront entrecoupées d'ailleurs d'une étape de plat. Pourquoi pas? Alors la première étape, Carcassonne-Bagnères de Luchon, c'est une étape... j'arrive pas à la lire, voyez-vous, messieurs. Tu vois, Benjamin, tu parlais de Bardet. Je pense que là, pour une attaque dans une descente, c'est typiquement l'étape où il peut se passer quelque chose pour lui. Ouais, c'est possible. Après, je crois que la descente du Portillon, je suis pas sûr qu'elle soit si dure que ça, mais à voir. J'ai fini avec Greg pour les étapes de transition. On va commencer avec lui sur les étapes des Pyrénées. Attends, je vais d'abord les décrire. Donc il y a Carcassonne-Bagnères de Luchon avec 3 cols, arrivée en descente. Derrière, Bagnères de Luchon, Saint-Lary-Soulan, col du Portet. Une étape comme on n'a jamais vu, 65 km. Ça commence au pied de Peyre-Sourde, Val-Louron, Saint-Lary-Soulan, donc gros pourcentage, format ultra resserré. Ensuite Tris-sur-Baïse, Pau, c'est une étape de plat, probablement sprinter, mais il faut se méfier après 2 étapes de montagne que ce ne soit pas une échappée. Et enfin, Lourdes de la Reims, je vais pas trop en parler, on y reviendra après parce qu'on sait pas finalement quel sera le parcours définitif de cette étape. Donc Greg, ça commence par Bagnères de Luchon. Oui, vas-y Greg. Oui, je suis assez d'accord avec Charles. Voilà, quand on parlait des coureurs susceptibles d'attaquer en descente et mettre, on va dire, un peu taquiner ceux qui sont les moins bons descendeurs comme Porte. Et donc on parlait d'en espérer Romain Bardet notamment dans ce profil-là, hein, qui puisse attaquer. Je vois plus cette étape-là, hein, puisque du coup ici l'arrivée est au pied de la descente. Donc ça c'est un schéma plutôt classique, qu'on voit de plus en plus sur le tour, hein, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ça n'attaque pas beaucoup dans les montées. Donc on met une arrivée au bas de la descente en espérant avoir plus d'attaques, au moins une offensive. Mais je pense qu'il faut s'arrêter sur l'originalité un petit peu, hein, de ce tracé, de cette étape dans les Pyrénées, c'est Saint-Lary-Soulan, avec seulement 65 km, mais alors du lourd, hein, avec le col avec Péragude, avec Val-Louron-Azé et avec la montée finale sur Saint-Lary en seulement 65 km. Avec, je crois que c'est prévu de faire un départ en ligne avec les premiers du général devant. Donc, curieux, je pense. Hein. On est tous curieux d'attendre, de voir ce que ça va donner. Et on attend là le spectacle. C'est une étape, je vais laisser la parole à Charles ensuite. Une étape qui peut faire énormément de dégâts. Les gars vont être à froid. Bon, bien sûr, ils vont s'échauffer, mais d'entrer dans le col de Peyre-Sourde, ça démarre au pied du col de Peyre-Sourde. Il n'y a pas 5-6 km. Non, il n'y a même pas de départ fictif. C'est-à-dire, ils vont attendre le pied à l'étrier, comme on dit, sur la ligne de départ, drapeau baissé, et hop, tu montes. Charles. Ouais, elle est géniale cette étape. Hein. Je pense que c'est mon étape préférée du Tour de France. On a 65 km, je crois que sur ces 65 bornes-là, on doit en avoir 38 en montée. Tu l'as dit, Benjamin, on commence par 15 bornes à 6,7% de moyenne avec Péragude, ensuite une courte descente, 3-4 km de plaine, on enchaîne sur Val-Louron, 7,4 km à plus de 8%. Ensuite, pareil, une courte descente et la montée vers Saint-Lary, mais il va y avoir des mecs partout, je pense. Enfin, en 2010, il y avait une étape qui finissait à Pau,
On sait très bien comment se passent les étapes qui finissent à Pau. Qui commençait également, je crois que c'était pas loin du pied de col de Peilleresourde. Et il y avait une bagarre forcément, et ils étaient passés à 10 en haut. Alors qu'il y avait 150 bornes derrière. Et ça s'était regroupé juste au pied du Tourmalet, et du coup là la course s'était arrêtée avec seulement un groupe de favoris, enfin un groupe d'échappés avec Federico et notamment Armstrong également, qui s'était joué l'étape. Mais quand tu te dis que ça avait fait tant de dégâts avec une grosse étape qui finissait à Pau, là tu te dis ça arrive à Saint-Lary-Soulan. Que là ils peuvent être à 5-6 au sommet de Péragude. Ouais, et même si les favoris attaquent pas, je veux dire, La Tour par exemple, ça va forcément attaquer. Il n'y aura pas de course d'équipe possible, pour moi c'est trop court. Enfin, la distance, on ne peut pas laisser partir une échappée, sinon on la revoit jamais. C'est ça, ouais. Ça va être encore pire que ce qu'on a vu l'an dernier sur l'étape de Foix. Où pourtant, dès le premier col, ça a volé dans tous les sens. Et on se rappelle, sur le col d'Agnès, le duo Quintana-Landa qui attaque avec... C'était super et ça sera encore plus cette année normalement. Daniel, toi, t'en penses quoi? D'ailleurs, voilà, on parle de cette étape. Si tu veux revenir sur une autre, il n'y a pas de souci. Non, mais tu viens de mentionner le duo Quintana-Landa. Effectivement, je pense pas qu'on puisse envoyer des relais en échappée. Donc c'est vraiment là que les gros collectifs de grimpeurs pourront potentiellement s'exprimer. Je note simplement que l'arrivée à Saint-Lary-Soulan, donc le col du Portet, c'est quand même 16 km et bien raide. Et c'est quand même assez long pour une arrivée en altitude. Et c'est aussi le point culminant de ce tour, si je ne m'abuse. 2215 mètres, c'est ça. Ouais, c'est le Henri Desgranges. Et non, ça faisait longtemps que les Pyrénées n'étaient pas montées si haut. Ouais. Et j'ai juste une petite question à vous qui êtes des spécialistes. Puisqu'on passe par la montée de Péragude, à quoi ça ressemble pour redescendre? Ils font demi-tour sur l'altiport ou pas du tout? Ils montent pas jusque, ils prennent pas la rampe finale de l'an dernier où Bardet avait gagné. Je pense qu'ils s'arrêtent plutôt là où il y avait eu le duo comique Froome-Wiggins en 2012. Tu vois, c'était pas monté jusqu'à la rampe finale. Je pense qu'ils montent jusque là et après ils redescendent. Okay. Parce qu'en effet, l'altiport, il y a rien d'autre derrière. Ouais. Mais par contre. Oui, vas-y, Charles. Celui qui est pas bien sur une étape comme ça, il peut prendre 10 minutes. Non, mais pour celui qui n'est pas bien, le tour est fini. Enfin, c'est pareil. Là, c'est plié. J'espère, sincèrement, encore une fois, je veux pas trop dévier sur les favoris, mais j'espère vraiment qu'au départ de cette étape-là, on aura une Movistar en mode chasseur. Pour vraiment foutre le feu. Clairement. Et par contre, alors c'est Daniel qui a parlé de ça, parce qu'on parle surtout du parcours en son ensemble sur cette émission, mais quand on s'arrête sur le profil du col du Portet, diantre, 16 km à 8,7%, qui monte à 2215 mètres d'altitude. Pour que ce col soit sur les routes du Tour, il a été asphalté. D'ailleurs, c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas gardé les routes de terre, mais bon, on va pas non plus se plaindre quand on voit un monstre pareil apparaître, d'ailleurs pour la première fois sur le Tour de France. Mais l'Alpe d'Huez, à côté, c'est rien, quoi. Même le Tourmalet, c'est en dessous. On est en train on assiste à un monstre à l'arrivée d'un monstre, quoi. Il y a l'altitude, il y a le parcours avant, il y a le pourcentage. Que là, les mecs, normalement, ils vont être rincés au moment où ils vont arriver au pied. Et derrière, comme tu dis, Benjamin, tu as 16 km à 8,7%. Enfin, c'est énorme, quoi. Et c'est un endroit où tu peux avoir, d'ailleurs cette étape, tu peux avoir la meilleure équipe possible. Mais Val-Louron-d'Azé, c'est 7,4 km à 8,3%. À un moment, tu grimpes ou tu grimpes pas. Il y a pas tant d'aspiration qui joue. Et attention aux défaillances aussi sur ce genre d'étape où tu peux oublier de te ravitailler parce que du coup ça va trop vite. Donc on pourrait avoir des grosses surprises. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de ravitaillement sur cette étape. Après c'est 65 km, mais pour boire, par contre, oui, s'il fait très chaud, ou même s'il pleut d'ailleurs, ce que tu peux encore moins voir venir, et tu peux le payer ça le lendemain, pas le lendemain parce que c'est Pau là. Et d'ailleurs, tiens, je vais passer sur Pau à moins que quelqu'un ait encore quelque chose à dire sur les deux premières étapes des Pyrénées. Ouais, je voulais juste revenir justement sur les deux cols là qu'on était en train d'évoquer sur le Val-Louron et Saint-Lary-Soulan, parce qu'effectivement, c'est des pourcentages moyens qui sont au-dessus de 8%, et finalement, c'est assez peu fréquent sur le Tour, je trouve.
pour justement Tout à fait. pour être signalé, puisque l'étape précédente de Bagnères de Luchon, ça ressemble plus à une étape typique du Tour de France, et personnellement ça m'enthousiasme quand même nettement moins, avec des cols qui ont l'air entre guillemets simples quand on sort du Giro ou quand on voit l'étape suivante. Mais d'ailleurs, ce Tour de France varie vraiment les ascensions et les profils d'étapes. On a parti du plateau de Gillières, il y a l'Alpe d'Huez, on a les grands cols alpins qui sont pas si durs en pourcentage, notamment parce qu'il y a des petites descentes au milieu, mais qui sont très longs. Là, on parle sur des cols plus courts, fort pourcentage. On a un col très long parce que 16 km, pour moi, on commence à rentrer dans le très long avec pourcentage. On a vraiment de tout. Et ça, c'est bien. Certes, je crois il manque une très longue étape de montagne, mais celle de l'Alpe d'Huez, 175 bornes avec 25 plus 29, ça fait 54, plus 13 derrière, plus pratiquement 70 km d'ascension, c'est énorme. Et pour finir sur cette étape de Saint-Marie-Soulan, je suis quasiment persuadé, parce que les équipiers vont servir à rien, clairement, sur ce type d'étape. Ouais, après ça dépend de quels équipiers tu parles. Si tu parles de les gros culs, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça. Ah oui, ils serviront absolument à rien du tout. Je suis sûr qu'à partir du départ, les mecs, ils vont faire leur course à leur train. Tu vois, le groupe Eto va se former dès le départ et ça va monter tranquille, quoi. Tu vas avoir 50 mecs, si c'est 40 ou 50 tu sais quoi, mecs, ça va même pas monter tranquille. Ils vont être obligés d'y aller fort pour les délais. Voilà, c'est ça. Ça va être une étape terrible pour ceux qui vont te... Et c'est quoi les délais d'ailleurs pour ce type d'étape? J'ai pas regardé, j'aurais dit. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait bien mon travail. Non, moi mais non plus, du fait de la distance. Ils ne modulent pas, justement. Excusez-moi. Pas de souci. Donc, Pau, je vais juste dire un mot sur cette étape. J'en suis content. Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle fait suite à l'étape dont on parle depuis 10 minutes. Donc ça devrait permettre aux coureurs de se dire on peut se reposer, on peut y aller. Et surtout parce que vous voulez arriver à Pau, très bien. On fait une étape de plat et on évite les 50 bornes toutes plates après un enchaînement de cols. Il n'y aura pas de faux espoirs. C'est ça. Voilà. Mais je suis d'accord parce que finalement c'est habituel, l'arrivée à Pau, c'est même quasi un contrat, je crois, avec ASO. Et de toute façon, même une obligation logistique aussi, c'est bien pratique parce que entre les capacités hôtelières sont importantes. Mais donc, quitte à faire une étape qui arrive à Pau, autant faire une étape de sprint et pas faire l'étape qui passe par l'Aubisque. Et après, il y a 50 km de plat où on ne verra pas les favoris en jeu. Ouais. Et donc, on va finir par les Pyrénées, par cette dernière étape lourde de la Reims. 200 km. Je n'arrive pas à la lire, messieurs. Je n'arrive pas à la lire. Bon, on va prendre en compte que ce sera sur profil puisqu'il y a eu des éboulements sur l'Aubisque, donc on ne sait pas encore où c'est que ça se terminera. Est-ce que ça sera en haut de l'Aubisque? Est-ce que ça sera un autre parcours moins bien? On ne sait pas trop. Sachant que quand on parle de l'Aubisque, c'est par un côté où ça monte pendant 5 bornes, ça redescend, ça remonte 3 km. C'est pas l'Aubisque qu'on connaît par le côté le plus dur. Toutefois, pour parler de l'étape, donc on commence par un profil vallonné sur les 40 premiers kilomètres, avec notamment 2 côtes de 4e catégorie, de quoi faire une échappée, mais rien de bien méchant. Et ensuite, un enchaînement qu'on connaît bien, col d'Aspin par son côté le plus dur, suivi par le col du Tourmalet et la Mongie. Et là, on regarde, et il reste encore 90 km. Descente du Tourmalet, une transition, et là on enchaîne le col de Bordère et le col d'Aubisque. Alors 8,6 km à 5,8%, très irrégulier. Col d'Aubisque 16,6 km à 4,9%, parcouru de descente. Qu'est-ce que ça peut donner? Arriver en descente également, normalement. Charles, pour commencer, toi tu le vois quoi? Franchement, je sais pas trop. Enfin, désolé, je vais encore une fois me répéter, mais pour moi, ça va vraiment dépendre du classement général au départ de l'étape, quoi. Encore une fois, si les positions sont figées, je pense qu'on escamotera l'Aspin et le Tourmalet et qu'il y aura une petite bagarre dans les 2 derniers cols pour les placettes. Mais si par contre on a, je sais pas, 5 ou 6 mecs qui se tiennent en 1 ou 2 minutes, là on peut avoir le droit à une étape de folie. Moi je dirais plutôt l'inverse, justement. S'il y a des écarts à coup de 1 ou 2 minutes entre les coureurs, voire 3-4 minutes, c'est quand même une étape assez propice pour lancer des grandes manœuvres avec un ou deux bons équipiers dans l'échappée.
En revanche, si le classement est très très resserré dans le top 5, les gars vont attendre le dernier petit bout de montée à 6, 7, 8% pour essayer de placer une attaque et gratter les 20 secondes qui leur manquent dans la descente. Après, celui qui est en tête à cette période-là du tour, là, en fin de 3e semaine, qui a 3 minutes d'avance, c'est aussi et surtout parce que c'est le plus fort physiquement. Donc, est-ce qu'on va oser l'attaquer ou penser que on peut le renverser? Enfin, il y a quelque chose qui va provoquer les attaques, c'est pour ceux qui n'avancent pas en contre-la-montre, c'est la dernière étape de montagne. Après, tu as un contre-la-montre qui est dur d'ailleurs, mais. Que ce chrono, il est aussi pour les grimpeurs. Hein. C'est pas un truc pour rouleur où tu dois absolument reprendre du temps. C'est vrai. Quintana, pour moi, c'est le favori sur le chrono. Le petit souci dans cet enchaînement, justement, c'est que un leader qui partirait, je sais pas moi, soyons fous, dans le col d'Aspin ou dans le col du Tourmalet, le lendemain pour le contre-la-montre, il est sec, quoi. Il est sur les rotules, donc c'est vrai que ça n'incite pas forcément, à la prise d'initiative de loin. Ça partira pas du Tourmalet, parce qu'on a déjà eu même des arrivées au Tourmalet, au bas du Tourmalet, où ça n'attaquait pas, quasiment pas dans le Tourmalet, ou très tard. Donc, ouais, mais attention vraiment... quand même. Attention parce que c'est l'ascension la plus dure du jour. Puis tu as 25 bornes de plat après le Tourmalet, hein. Enfin après la descente. Ouais, mais si tu as un relais, moi je trouve que c'est une belle étape justement pour profiter d'un ou deux relais et pour essayer de se replacer ou de bouleverser le classement. Mais c'est vrai que le suivi du contre-la-montre qui sera quand même décisif, ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Greg, on t'a coupé, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Donc le Tourmalet, ça fera c'est sûr mal aux jambes, mais il n'y aura pas la bagarre de loin, faut pas rêver. Hein, à la rigueur, on peut espérer que dans l'enchaînement Bordière, Soulor, Robisque, eh bien certains attaquent, mais du Tourmalet c'est beaucoup trop loin. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis un rêveur. Mais moi aussi je vais rêver parce qu'en fait c'est vrai que c'est du plat, hein, qu'on soit d'accord, et il y a du temps à perdre pendant 18 km, mais pour connaître les lieux c'est du moins 3% environ, vous voyez, donc ça roule très fort. Mais imaginons que tu récupères un équipier ou deux qui sache minimum rouler, le gars il peut te faire l'aligner et perdre 20-30 secondes. Le Tourmalet, la descente, si ça ne s'attend pas, c'est très compliqué de revenir de l'arrière. C'est une descente technique, ça va vite. Le Tourmalet, par ce côté, le pied n'est pas très dur, mais alors après, c'est une horreur. Mais voilà, il faut oser attaquer, parce que, en fait, Greg, dans un sens, il a raison, hein, c'est sans doute ce qui va se passer, c'est-à-dire rien. Enfin, c'est-à-dire un groupe de 30 coureurs, quoi. Pour moi, 30 coureurs sur le Tourmalet, qui s'est pas passé grand-chose, mais j'ai envie d'y croire, parce qu'après, l'enchaînement derrière, il me fait pas trop rêver, en fait. Mais ouais, après, c'est pareil, si c'est Quintana qui est en tête avec 2 minutes d'avance, c'est le plus fort. Ça veut dire que ça aurait été le plus fort en montagne de ce Tour de France, donc tu sais pertinemment que tu vas pas le lâcher. Mais on sait pas ce qui va se passer, parce que ce Tour de France, ce parcours, il me fait grave penser au Tour de France 2015 un peu, sauf que les Pyrénées et les Alpes sont inversées. Le contre-la-montre par équipe en première semaine, les pavés, une première étape un peu en bord de mer. Pour moi, le Tour de Mende également, le Tour 2015, c'est un Tour de France. C'est pas le sujet, hein, et je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, qui a été génial. Donc, je sais pas, Daniel, tu voulais parler? Ouais, non, mais même si, comme Charles le dit, Quintana s'est montré le plus fort jusqu'à là, et si, par exemple, en hypothèse, Bardet attaque dans la fin du Tourmalet ou dans les passages les plus difficiles du Tourmalet ou même dans la descente du Tourmalet, et si Bardet est 3e ou 4e et que derrière Quintana c'est serré, qu'il y a trois gars qui se tiennent en 1 minute, est-ce que Quintana, lui, il va tout donner pour reprendre Bardet ou pour reprendre Roglic ou je ne sais pas qui? Peut-être que ça va se regarder et qu'un autre gars peut en tirer profit, justement. Il a Valverde, Landa et Soler, quoi, donc du coup ça. Enfin, après on verra dans quel état ils sont. Ce parcours est très bien. Alors on évoque surtout les possibles positions en tête du classement, mais je trouve ça super intéressant parce que déjà on n'a pas de vrai favori au départ, au final, et on a un parcours qui permet beaucoup de choses. Mais ouais. Et donc après ces Pyrénées, il y a un contre-la-montre, comme on l'a dit, c'est pas un contre-la-montre qu'on voit souvent sur le Tour de France, ce genre de
cône-la-montre, c'est pas un cône-la-montre comme il y avait en 2013, si je me trompe pas, avec 2 petits cols. C'est pas les cônes-la-montre plats qu'on a l'habitude de voir sur le Tour de France. C'est 31 km, c'est pas très long. Bon Dieu, par contre, le dénivelé. Greg. Ben oui, ben c'est aussi peut-être une autre attraction. Souvent sur le forum, on fantasme un peu sur les routes du Pays Basque et on rêverait de voir que le Tour passe plus par ces routes, par ces cols qui sont difficiles. Les routes sont pas non plus, rendent pas très bien. Et donc voilà, 30 km, une grosse montée, une belle petite grimpette de 900 mètres à 10% à quelques kilomètres, à 2 km de l'arrivée. Et donc on peut espérer que ce soit pas forcément un gros cul qui l'emporte, soit même plutôt un grimpeur, alors Quintana Bernal. Et donc c'est un profil intéressant car finalement on ne le voit pas souvent. Et c'est une région où on ne va peut-être pas assez non plus sur le Tour. C'est malheureux. Tout à l'heure, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un chrono pour Quintana, mais j'avais oublié notre ami slovène, et pour moi, c'est un chrono Roglic, en fait. Je te rejoins, Charles, j'allais dire la même chose. C'est vrai que bon, ça convient plutôt aux grimpeurs, mais il y a quand même 2-3 super grimpeurs rouleurs qui seront présents sur ce Tour de France, que ce soit Froome, Roglic ou Dumoulin. Ils sont bons en montée, ils sont bons en descente, ils sont bons en contre-la-montre, donc je pense que c'est leur tasse de thé aussi. Et si je peux rajouter un petit mot avant de te passer la parole, Bien sûr. c'est un contre-la-montre pimenté. Oh, Oh là là. Désolé. Car ça finit à Espelette. Et par contre, c'est un contre-la-montre qui présente énormément de ruptures de rythme. Et c'est pour ça qu'on parlait de Quintana, parce que c'est vrai que ça ressemble au chrono du Pays Basque. Ça monte raide, ça descend. Je pense que ça tournicote pas mal quand on regarde le profil vu du ciel. Et pour finir, il y a le col de Pindieta, 900 mètres à 10,2% là, pour bien casser le rythme sur la fin. Ça sera plus dur que l'ascension vers la Bonne Mer de l'année dernière. On sait qu'il pleut souvent en plus dans le Pays Basque, donc on pourra retrouver des routes mouillées. Ça va être sympa. Et bien entendu, après, l'étape de Paris-Champs-Élysées, bon, on va pas en reparler, tout le monde la connaît. Ouais, moi, je suis pas d'accord. C'est une super étape où il y a 9 ascensions. J'ai pas dit que c'était pas une bonne étape. On monte à 38 mètres d'altitude, Benjamin. Je suis désolé, je te trouve très mauvaise langue. Regarde bien le profil, tu verras ces 9 ascensions. Je voulais encore dire un dernier petit mot sur le contre-la-montre, puisque Benjamin m'y fait penser par rapport à la comparaison avec la montée à Marseille l'année dernière. C'est vrai qu'une côte comme ça, 900 mètres à 10%, c'est déjà relativement violent dans un contre-la-montre. En plus, ça arrive vraiment en tout à la fin de la course, donc après 27 km. Donc celui qui est déjà un peu dans le rouge, qui finit déjà l'étape ou le tour sur les rotules, là-dessus il peut prendre cher. Ouais, puis c'est 31 km. Hein. Tout à fait. C'est pas 10 ou 15. Pardon. Messieurs, non, t'as eu raison de finir avec le contre-la-montre. On a analysé ce parcours. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant qu'on a une vision globale, qui va commencer? Oui, vas-y Daniel. Non, moi personnellement, j'ai quand même un peu de mal à me faire une idée d'ensemble sur ce Tour de France, à imaginer un scénario, un déroulement de la course. J'arrive pas vraiment à anticiper. C'est vrai que ça va dépendre. Est-ce qu'il y a des bordures? Comment vont se passer les pavés? Voilà, ça va dépendre. L'attitude des coureurs et des équipes sur les étapes de montagne qui suivront, ça va dépendre un peu de la situation qui sera déjà établie au général. Donc voilà, j'ai un peu de mal à me projeter, je vous avoue. Peut-être que vous avez une vision plus précise. C'est pareil pour moi, en fait. Je vais prendre la parole, après je la passerai à Charles et ensuite à Greg. Je sais pas où on va, en fait. C'est un parcours qui, sur le papier, me plaît. Hein. Vraiment, j'adore. Bon, il y a une première semaine un peu pénible. Il y a le contre-la-montre par équipe qui va faire des dégâts. Il y a 2 étapes qui casse-pattes. Il y a ces pavés. C'est pas une étape pavée avec 4 secteurs à la fin. Hein. C'est une étape pavée presque du début à la fin. Des Alpes avec des grands cols, on en a parlé, je vais pas y revenir, mais superbe. Des étapes de transition. Les Pyrénées, c'est vraiment des étapes qui ne se ressemblent pas. J'ai un
petit regret sur la dernière étape. J'aurais aimé l'étape qu'il y a eu à la route du Sud l'an dernier, celle où Julien Loubet perd le maillot avec le Tourmalet. Il y a un col que je ne connais pas et ça finissait à Gavarnie. Je pense que ça aurait permis plus une course de mouvement que cet enchaînement dont je suis pas fan, Soulor-Aubisque par ce côté. Même si le Soulor par ce côté, pour l'avoir monté et avoir complètement explosé dedans, je peux vous dire que c'est très dur. Un contre-la-montre dur. Si Froome est là, il aura le Giro dans les jambes. S'il n'est pas là, c'est encore mieux. Non, franchement, ouais, je suis fan du parcours. Hein. Alors peut-être, comme ça a pu arriver certaines années, je vais dire à la fin, en fait, il n'y avait pas il y avait trop ça. Non, franchement, c'est un parcours magnifique. Il y a des étapes très sprint, des étapes plus longues. Il manque, c'est vrai, une vingtaine de kilomètres peut-être à la grosse étape des Alpes. Et encore, vu que c'est la dernière étape des Alpes, c'est peut-être pas plus mal. Non, je suis fan. C'est un parcours qui me plaît vraiment. Charles. Ouais, moi je trouve, je vais rejoindre l'avis général, je trouve que c'est un très beau parcours. La première semaine pour nous est un peu chiante, mais au final c'est une bonne chose parce que les sprinters, il faut aussi. Ça va faire monter la pression un peu. Ouais, et puis les sprinters, il faut aussi qu'ils puissent en profiter. Enfin, un grand tour, c'est aussi ça. Enfin, globalement, je trouve que ASO a donné toutes les clés aux coureurs pour qu'on ait du spectacle et qu'il se passe des choses. Donc, qu'à eux d'en profiter et on espère qu'on restera pas sur notre fin. Greg? Oui, exactement. Après, maintenant, c'est aux coureurs de profiter des opportunités offertes par le parcours. Voilà, à part la première semaine, où il y aura, à mon avis, quelques étapes bien pénibles à suivre, il y a des opportunités pour attaquer, pour avoir du spectacle. Et donc, on attend impatiemment le début du tour. Plus qu'une semaine à attendre. Daniel, tu as une question. Maintenant qu'on a un peu fait le tour de ce parcours, du tour. Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est un tour qui a été dessiné pour les coureurs français? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pu entendre ou lire ou penser l'année dernière lorsque ça a été présenté. C'est vrai que je l'ai moi-même pensé vu le faible nombre de kilomètres en contre-la-montre et surtout que c'est vallonné, donc on considère que ça peut avantager un gars comme Bardet. Les arrivées en descente, on considère que ça peut avantager un gars comme Bardet. Alors je sais pas, est-ce que vous avez un avis sur cette question? Alors selon moi, non. Par contre, c'est un tour qui est fait pour ne pas les désavantager. Il y a une petite nuance. Je crois que c'est surtout un Tour de France qui a été fait pour que les spectateurs ne s'ennuient pas trop. Notamment par rapport à la domination qu'on a actuellement de l'asthmatique qui a une insuffisance rénale. C'est un parcours où ça peut bouger souvent, qui ménage le suspense, mais dans le sens que jusqu'au bout c'est pas terminé parce qu'il y a des occasions et pas on va retarder le plus possible et dès la première étape de montagne c'est terminé parce que il y a finalement pas tant de temps, pas tant d'occasions pour reprendre. Je dirais non, enfin, les pavés ça va pas avantager Bardet, le contre la montre par équipe non plus, les arrivées en descente probablement. C'est compliqué ta question. Hein. Je laisse un autre y répondre parce que j'ai pas de réponse en fait. Je suis assez d'accord avec toi finalement. Je pense que dans le tracé, ils essaient de proposer des étapes qui laissent la place à des attaques. Hein, soit maintenant il y a plus d'arrivées en descente, mais la tendance à faire des contre-la-montre plus courts ou moins de contre-la-montre, c'est vrai depuis plusieurs années, même avant Romain Bardet. Hein, le fait d'avoir moins de contre-la-montre, moins de des 50 km comme on avait à une époque. Je pense qu'on ne le verra plus, Romain Bardet ou non. En plus, on l'a vu en 2012 et on a vu ce qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire deux coureurs, c'était Wiggins et Froome, qui sont largement devant les autres. Après, ça a attaqué également, mais il y avait le collectif Sky, donc finalement, oui, il y avait des écarts, mais la montagne était pas forcément ultra dure. Du coup, on n'a pas eu plus de spectacle, je crois. Non, mais c'est vrai qu'au final, on peut considérer que c'est un tracé plutôt équilibré. C'est juste que je me souviens qu'on entend souvent que ASO, lorsque le parcours est dévoilé, on se dit il y a presque pas de contre à la montre et en plus c'est pas roulant, c'est vraiment fait pour aider un gars comme Bardet ou même Pinot. Au final, s'ils avaient vraiment voulu l'aider, ils auraient peut-être fait un prologue de 6 km plus le contre à la montre final sans faire le contre à la montre par équipe.
et sans mettre des ou panneaux. alors mettre le contre-la-montre genre à montée d'Otakam. Ouais. Parce que là, Bardet est bon, mais si on compte la montre comme ça, il peut prendre cher, hein, même si c'est que 31 km. Ouais, non, je suis d'accord. Donc au final, c'est plutôt un parcours équilibré, quoi, qui permettra à chacun de s'exprimer en fonction de ses Ouais, capacités. C'est un parcours anti-froome de toute façon, plus ou moins. Je sais pas qu'est-ce qui est anti-Froome aujourd'hui. Il n'a pas de faiblesse. Les Non, mais instances, ça, peut-être. Il savait pas au départ, c'est ça le truc. Ouais. Je crois que Froome, le parcours anti-Froome, là, il est en train d'avoir lieu actuellement. Et est-ce qu'il y a une étape reine sur ce parcours? Ben, alors, étape Rennes, c'est compliqué. S'il y a une étape Rennes, je te dirais oui, c'est celle de l'Alpe d'Huez. Plus de 60 km d'ascension, 3 monstres, 3 cols mythiques. Mais quand on regarde, en fait, il y a plusieurs étapes qui se disputent à ça. Déjà, il y a l'étape des pavés. Je la mets pas Rennes parce que c'est Ouais, je dirais que c'est Saint-Lary. spécial. Ouais, Voilà, il y a d'accord avec Saint-Lary. Charles. Mais 65 km, tu peux pas dire que c'est une étape Rennes, 65 km. Ah, Il y a l'étape du il y a le col de Rome l'étape du col de Rome, col de la Colombière, là. Première étape de montagne avec une ascension de 9 km à 11% avec des chemins. Après, il y en a pas mal, hein. Longtemps par étape Rennes, quoi. Est-ce que c'est l'étape qu'on attend le plus ou est-ce que c'est l'étape qui est, je sais pas, la plus difficile sur le papier? Pour moi, entre étape guillemets, ou- Rennes, c'est celle qui surpasse toutes les autres. En général, Ouais, c'est c'est celle celle qui est qu'on la attend plus le difficile, ouais. Celle où ça s'enchaîne, celle où il y a de la distance, celle où il y a plusieurs belles montées. Pour moi, la plus dure dans ce cas-là, mais ça sera pas forcément la plus dure dans son déroulé, c'est celle de l'Alpe d'Huez. Mais c'est vrai qu'il y en a, on va dire 4 qui sont quand même susceptibles d'être élus étape reine à l'issue du tour. Même 5, je vais te rajouter celle au milieu, là, dans les Alpes qui finit à la Rosière. Ouais. Mais je dirais les 3 étapes des Alpes, celle des pavés et celle de Saint-Lary dans les Pyrénées. Ouais. Et donc on oublie Mende, on oublie celle du Portillon, on oublie la dernière qui est quand même de 200 bornes, on oublie le Con-la-Montre. Non, franchement, il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. Ça va donc être sympa. Ouais, ça devrait être sympa. Messieurs, quelque chose à rajouter ou on clôt cette première émission sur le Tour de France? Bah, non, rien de spécial à rajouter, mis à part comme on l'a indiqué sur le site de Vélo Club, on vous donne rendez-vous tous les soirs à partir de 19h30 pour une émission en live. C'est ça, on va essayer de tenir la distance, nous aussi. Écoutez, on referme cette première émission sur le Tour de France qui était consacrée au parcours. La prochaine parlera des favoris. Alors, on ne sait pas trop encore quelle date est arrêtée pour la faire parce qu'il y a ce cas Froome qui vient perturber nos plans. Réponse dans les jours qui viennent. En attendant, bonne soirée et à bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao, À bientôt, Au revoir.